face à la recrudescence des fléaux sociaux, de plus en plus de jeunes se mobilisent pour agir. Que ça soit en association ou à titre individuel, ils se lèvent, ils posent des actions concrètes et développent des projets pour freiner les fléaux et impulser un changement durable. Sur le plateau de Enou, nous recevons aujourd'hui deux jeunes de cette trempe, de cette catégorie. Ce sont des jeunes engagés, déterminés, passionnés. Chacun d'eux intervient dans un domaine bien différent, mais tous les deux sont animés par le feu de l'engagement. Je dirais, ils sont embrasés par le feu de l'engagement. Vous aurez l'occasion de les découvrir. Fidèles auditeurs de Radio Djena, la radio pour tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission Et nous, l'émission consacrée aux enfants, à la cause juvénile, infantile. Je suis Méchak Niaro, chers invités, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus, chers invités. Merci beaucoup. Ah oui, alors l'honneur aux femmes. D'accord. Merci beaucoup, Madame Méchak, pour cette magnifique présentation. Je suis Djaka Cécile Marie Merveille, juriste en formation, activiste sociale et communautaire. Je suis également chargée des programmes au IFPANEL Lomé, où j'occupe également le poste de coordinatrice du projet Girls Lead 2. Merci beaucoup. Waouh, ça fait beaucoup de casquettes. Alors, vous aviez dit, vous êtes activiste dans votre présentation. Comment est-ce que vous définissez l'activisme ? L'activisme. Si je veux définir l'activisme, je dirais que ce sont les efforts mis en œuvre pour pallier à des problèmes, à des solutions, pour trouver des solutions, promouvoir de manière intermédiaire ou de manière directe les réformes sociales, politiques ou même environnementales avec le désir d'apporter des changements dans la société. Et en 1969, l'activisme était tout simplement défini comme la pratique de faire les choses avec énergie et décision. Si je peux définir l'activisme, selon moi, c'est tout simplement de vouloir apporter un changement positif, que ce soit sur le plan environnemental, social ou politique. Simplement. On sent la juriste en vous, à travers toutes les définitions. Alors, nous allons passer au seul monsieur. Au seul homme qui est sur le plateau. Les auditeurs ont envie de vous connaître. Merci beaucoup. Je suis Jubo Mamissou. Je suis un jeune Nigérien de passage à Lomé. C'est vraiment un plaisir de me retrouver avec vous, de discuter sur cette thématique combien de fois importante. Donc, je suis également doctorant en leadership et management stratégique à London School of Business and Research en Angleterre. Je suis le lauréat du prix mondial de la reconnaissance 2024 dans la catégorie leadership mondial des jeunes et développement international. Je suis aussi commissaire international de l'association des scouts du Niger. Pour dire que mon engagement a commencé chez les scouts. J'ai commencé le scoutisme dès le bas âge. À 12 ans déjà, j'ai intégré cette association qui est un mouvement d'éducation mondiale qui permet aux jeunes de développer leur potentiel et de leur offrir des opportunités pour impacter positivement leur communauté. Mais au vu de vos présentations, j'ai aussi envie de me présenter. En tout cas, félicitations pour votre parcours. On sent que vous êtes vraiment engagé à travers les casquettes que vous portez, à travers vos actions, votre militantisme. Alors, Djibo, c'est le prénom ? Oui, le prénom c'est Mamissou. Mamissou, d'accord. Oui. Alors, Mamissou, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir activiste ? Ok, je me rappelle, c'était un 26 octobre 2012, quand une équipe de 3 personnes, dont une fille et 2 garçons, étaient venus dans mon école. J'étais au collège. Ils nous ont parlé d'une association dénommée Scoutisme. C'était un concept nouveau pour nous. On ne savait pas ce que c'est. On a posé énormément de questions quant à la vision et à la mission du scoutisme. Donc, c'est quand ils nous ont expliqué tout ceci que je m'étais rendu compte qu'il y a une structure qui pourra nous donner l'opportunité de défendre la cause des autres.
Et c'est ce qui m'a poussé à intégrer cette association et c'est ce qui m'avait poussé à m'engager dans la lutte activiste. Alors, quand on vous écoute, Mamissou et Merveille, on retient que vous avez fait partie des associations avant de vous lancer dans l'activisme. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre être membre d'une association et le fait d'être activiste, ou bien ce sont deux choses qui se rejoignent? Merveille. On peut être membre comme on peut être activiste. Moi, je me dis, quand on est activiste, comme je l'ai dit, c'est vraiment une décision d'agir. Je peux me dire être membre de telle association et ne venir que pour les réunions, pour venir regarder et tout. Mais quand j'adhère totalement aux valeurs de l'association, aux valeurs de cette ONG-là, et que je les défends réellement sur le terrain, aussi bien dans ma vie que pour la communauté, je me dis, on passe vraiment de être juste membre fictif ou alors juste témoin à l'exercice même de cet activisme-là. C'est pas juste porter une casquette, je suis activiste. Il faut le prouver également par des actions vraiment concrètes. Mamissou, est-ce que le fait d'être membre d'une association fait de nous un activiste? Ce que moi je vais dire par là, en fait, le changement n'a jamais été collectif. Tout commence par l'individu. Donc, on peut intégrer une structure pour faire son activisme. Et l'activisme qu'on peut faire aussi, c'est à plusieurs niveaux. Vous comprenez? On peut être membre d'une association, faire son activisme à un niveau bas. Tout comme quand on décide de s'engager réellement, on peut faire de l'activisme à un niveau extrêmement élevé. Donc, on peut être membre d'une structure et être un activiste ou une activiste pleine, tout comme ça peut être une décision personnelle. La personne peut être activiste engagée, déterminée à 200% sans pour autant être membre d'une structure. D'accord. Alors, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou de ce qu'on voit sur le terrain, la plupart des personnes qui se proclament activistes se positionnent sur des thématiques, sur des sujets donnés. Est-ce que c'est le cas avec vous? Moi ou elle? La parole est à qui veut la prendre, hein? Priorité aux femmes. D'accord, Merveille. Je dirais que mon activisme à moi, c'est vraiment les enfants. Les droits des femmes et des enfants. Je suis pour les droits humains en général, mais précisément pour les droits des enfants et des femmes. Mon amour pour les droits des enfants et des femmes a commencé quand j'étais très jeune. J'ai eu la chance d'avoir mes parents qui sont dans le social et dans l'humanitaire. Et très jeune, j'étais à l'orphelinat avec les Sœurs de la Providence de Couvé, où j'exerçais, on peut dire, mon mini-activisme. J'étais avec les enfants à la nurserie, j'allais sur le terrain et j'ai vraiment eu cet appel-là, bien cet amour-là à 12 ans, lorsque mon père, qui est justement travailleur social, je l'ai accompagné sur le terrain, sur le cas d'une jeune fille battue par sa tante, chez qui elle était. Et ça s'est vraiment développé quand j'ai intégré l'association Anna Planète en 2019. Donc oui, c'est vraiment les enfants et les droits des femmes. Ça me tient vraiment à cœur. C'est la même chose pour Mamissou? C'est pas la même chose. Okay. Mais j'adore ce qu'elle fait. J'aime aussi militer pour les droits des femmes et des enfants. Mais mon engagement, c'est beaucoup plus vers le leadership des jeunes, la participation des jeunes au niveau des instances de prise de décision. Donc c'est comme j'avais eu à le dire, j'ai intégré le scoutisme dès le bas âge. À 14 ans déjà, moi j'étais chef d'une unité scout qui était composée de 76 jeunes filles et garçons qui ont l'âge compris entre 6 à 15 ans. Donc j'étais déjà leur chef d'unité et mon rôle c'était d'initier et d'exécuter des activités communautaires mais aussi des activités intellectuelles à ces jeunes. Donc, et plus tard, j'ai intégré d'autres associations. J'étais le président des jeunes leaders transformationnels de mon pays. J'étais jeune leader pour le plaidoyer dans le cadre d'un projet dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Donc, et j'ai continué jusqu'à l'international où j'ai eu à travailler en Angleterre
dans un centre d'éducation non formelle en tant que conseiller d'éducation non formelle, où le rôle c'était vraiment de planifier et d'exécuter des activités aux jeunes sur le leadership, la communication interpersonnelle et beaucoup d'autres aspects. Donc vraiment pour moi c'est le leadership des jeunes, la participation des jeunes au niveau des instances de prise de décision. Donc on a eu à conduire pas mal d'initiatives dans ce sens, dans le domaine du leadership et la participation des jeunes au niveau des instances de prise de décision. Donc en avril dernier, j'ai été reçu officiellement par le président de la République du Niger pour lui parler de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a eu à faire dans ce domaine. Félicitations. Merci. Félicitations, vraiment. Alors, parlons de votre positionnement. En dehors de votre parcours dans le scoutisme et les actions humanitaires que vous avez eu à poser, est-ce que vous avez personnellement vécu une situation particulière qui vous a donné envie de vraiment lutter pour le leadership et la gouvernance juvénile? Ok. Moi, le premier problème auquel j'ai été confronté, c'était la question de l'âge. Parce que, vous savez, dans nos communautés, on pense que les jeunes n'ont pas les capacités ou les aptitudes qu'il faut pour diriger ou pour être au devant des choses. Donc, très tôt, moi, j'ai déjà commencé à être leader, à diriger des groupes de jeunes. Donc, je m'étais dit que les jeunes ont du potentiel. Les jeunes peuvent faire l'impossible. Les jeunes peuvent contribuer à relever, je dirais, tous les défis auxquels nos États sont confrontés. Il suffit juste de les écouter, il suffit juste de les impliquer davantage, il suffit juste de leur donner les opportunités pour développer leur potentiel et pour prouver ce qu'ils sont capables de faire. Donc vraiment, on se sentait marginalisé, on se sentait exclu, on se sentait juste utilisé quand il y a des séminaires, des forums, des activités où il faudra juste remplir la salle. On fait appel à nous, aux jeunes, pour que les jeunes puissent venir en masse remplir les salles. Mais quand il s'agit de prendre des décisions, les jeunes ne sont pas là. Et pour moi, toute décision prise pour nous, sans nous et contre nous. Donc c'est pourquoi j'aimerais vraiment lancer dans cette dynamique de défendre la cause des jeunes, spécialement leur leadership et leur participation dans les instances de prise de décision. Et ça a apporté ses fruits parce que, en ce qui nous concerne au Niger, on a fait énormément de progrès dans ce domaine. On voit les jeunes qui sont impliqués davantage au niveau des instances de prise de décision. On a beaucoup de ministres qui sont jeunes, très jeunes d'ailleurs. On a l'un des ministres les plus jeunes au monde. Du coup, ce qui est vraiment une fierté pour nous et ce qui prouve à suffisance que le Niger a fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur les résultats de vos actions. Alors, Merveille, vous avez une certaine sensibilité sur tout ce qui concerne les enfants, les droits des enfants, la maltraitance infantile. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites concrètement pour pouvoir changer la donne? Ou pour les aider aussi? D'accord. Alors, comme je l'avais dit, disons que j'ai eu cet amour-là vraiment quand j'étais à l'orphelinat avec les enfants des Sœurs de la Providence. Et très petite déjà, je prends ça comme une action. On avait à organiser des cagnottes qu'on distribuait aux enfants lors de la rentrée, pour les fêtes de Noël. Et avec le centre social de mon père, PDH, Promotion de développement humain, on faisait également des visites sur le terrain, à l'hôpital, dans les écoles, dans les orphelinats. Et il y avait également ce site-là, GoFundMe, qu'on avait, qui permettait de rassembler des fonds pour justement payer les scolarités des enfants, leur offrir une couverture médicale ou encore juste de quoi vivre. Et quand je reviens vraiment à moi, comme je l'ai dit, ça a vraiment pris un essor considérable avec Anna Planète, où justement nous faisons des émissions
pour prévenir sur les violences, pour sensibiliser également les populations, des sessions foraines également dans les écoles pour justement parler de la maltraitance, parler de tout ce qui touche en tout cas aux droits et aux devoirs de l'enfant. Et très récemment devenue formatrice sur le mécanisme de protection des enfants, j'essaie dans chaque session que je fais d'inculquer à chacun, à chacune cet amour-là pour la cause de l'enfant, déconstruire les idées préconçues qu'il y a vraiment autour de l'enfant, de l'être sensible et fragile qu'est l'enfant, pour vraiment permettre à tout le monde d'être également acteur de l'épanouissement de l'enfant. D'accord. Alors, nous allons revenir sur vos actions à titre personnel, à titre individuel. Vous aviez dit avoir commencé à faire des formations depuis quelque temps. Comment ça se passe? Est-ce que c'est toujours sur les questions de maltraitance ou bien il y a d'autres sujets sur lesquels vous intervenez? Puisque dans cette émission, on parle d'activisme, mais on parle également des fléaux sociaux. Allez-y. D'accord. Effectivement, je ne parle pas que de maltraitance parce que d'abord, avant de comprendre tout ce qui est lié à la maltraitance, il faut connaître les notions, connaître l'enfant, ses droits et ses devoirs, avant maintenant d'en venir aux différentes formes d'abus et de violence dont l'enfant peut être victime. Donc, dans mes sessions de formation, je commence toujours par d'abord, bien évidemment, connaître ma cible et savoir comment leur parler. Parce qu'il faut savoir que quand on veut passer un message, malgré que le fond il soit bon, s'il est mal compris ou bien si la cible n'a pas la même vision des choses que nous, ça peut casser et ça peut porter de très mauvais fruits. Donc d'abord comprendre la cible et essayer de justement leur dire c'est qui l'enfant, qu'est-ce que l'enfant. Il faut comprendre ça d'abord, avant maintenant d'en venir aux différentes formes de violence et d'abus. Et c'est également d'adapter toutes les informations à la communauté et au contexte. J'ai eu à former dans la zone d'Agoigny 5 face à des apprentis et on remarque que cette couche-là de ces personnes a vraiment une information un peu biaisée sur la chose. Et il faut également savoir comment déconstruire les mythes et les différents préconçus qu'ils ont également à ça et adapter ça à eux également parce que les enfants, les jeunes, c'est vraiment une thématique qui me tient à cœur, comme je l'avais dit. Et donc, eux aussi peuvent être victimes de violences. Il faut également leur inculquer non seulement les différentes formes de violence à leur endroit, mais également comment les prévenir. Donc, ça ne tourne pas qu'autour de la maltraitance, mais toute forme de violence, comment les prévenir et à qui parler quand on en est victime. Au vu de ce que vous êtes en train de partager avec nous, on se rend compte que vous êtes vraiment engagé et que vous êtes sur le terrain. Alors, en dehors de la maltraitance, thématique sur laquelle tu interviens régulièrement, leadership des jeunes, gouvernance locale, gouvernance juvénile. Selon vous, quels sont les défis sociaux qui nécessitent l'intervention des jeunes? Ok, merci beaucoup. Je pense que le premier défi auquel les jeunes sont confrontés, c'est le chômage. Et qui nécessite l'intervention des jeunes, les défis sociaux qui nécessite l'intervention des jeunes. Tout à fait. Donc, vous savez, dans nos sociétés, si on prend le cas du chômage, comme je le dis toujours, le problème c'est quoi? Le problème est que beaucoup de personnes se plaignent de la formation académique. Donc je pense que c'est là où ça nécessite l'intervention des jeunes. Parce que ce sont ces jeunes qui partent chercher du travail et ce sont ces jeunes qui partent s'asseoir dans les écoles pour étudier. Donc lorsque le jeune voit une inadéquation entre ce qu'il apprend à l'école et ce que le marché de l'emploi demande. Donc ça nécessite l'intervention du jeune pour dire que écoutez, ce qu'on nous apprend à l'école n'est pas adapté à ce que le marché du travail, le marché de l'emploi demande. Donc c'est parce que on pense que cette intervention doit venir d'ailleurs, que c'est à quelqu'un d'autre de parler aux écoles ou d'insister pour que les écoles puissent adapter leur programme. Mais je me dis que en grande partie ça doit provenir des jeunes parce que ce sont les jeunes les premières victimes
de ce problème-là. Et c'est à eux vraiment de lutter pour pouvoir éradiquer ces fléaux. Parce que si nous, jeunes, on ne le fait pas et qu'on attend qu'une personne puisse venir faire ça à notre place, et je me dis que ça peut ne pas être une priorité pour cette personne. Mais pour nous qui sommes déjà les premières victimes directes de ce problème, c'est vraiment à nous d'identifier ce problème et d'essayer de dénoncer ça ou de trouver un mécanisme pour éradiquer ça. Pour éradiquer, pour en venir à bout. Alors, Merveille, dites-nous, quels sont les défis liés aux droits des jeunes qui ne sont pas respectés ou qui sont violés et qui nécessitent justement l'intervention des jeunes? Alors, moi, je dirais que on a besoin des jeunes partout. Parce que d'une manière ou d'une autre, tout nous touche au fait. Quand on prend l'Afrique, on a la plus grande population. La plupart des Africains sont des jeunes, compris de 15 à 25 ans, et même plus, avant 30 ans et tout. Et tout nous touche au fait, que ce soit le chômage, le marché de l'emploi, l'éducation, l'environnement, tout nous touche. Et il n'y a pas un secteur où il faille qu'on ne trouve pas un jeune, bien une jeune. Il faut qu'on soit présent, non seulement... pas seulement dans les conférences, comme l'a dit mon très cher ici à côté de moi, mais il faut qu'on nous voit également dans les instances de prise de décision, pas pour figurer, mais pour vraiment agir pour nous et avec nous. Parce que quand c'est sans nous, c'est justement contre nous. Donc moi je me dis, il faut les défis contre la société, il faut qu'on y associe les jeunes, que ce soit le chômage, l'inadéquation du système éducatif, l'économie, les causes sociales, les droits, la gouvernance locale, la politique même. Il faut qu'on trouve des jeunes un peu partout. Partout. Voilà. D'accord, les jeunes doivent être partout. Est-ce que vous pensez que c'est vrai que nous sommes jeunes sur le plateau, mais depuis notre naissance ou depuis quelques années, est-ce que vous pensez que les fléaux sociaux en rapport avec l'activisme social, je ne sais pas si vous voyez le lien, est-ce que ces fléaux sociaux ont augmenté depuis le temps ou ont diminué, Mamissou? Ok, vous avez les fléaux sociaux dont on est en train de parler là, sont créés par les humains. Et tant que les humains continuent de vivre sur la planète Terre, ces fléaux vont toujours continuer d'augmenter jusqu'à ce qu'une prise de conscience voit le jour. Bon, moi je dirais que si on fait une analyse approfondie, on se rend compte que ces fléaux diminuent et augmentent en même temps. Parce qu'il y a des personnes, que ce soit jeunes ou non jeunes, qui se sont engagées, qui sont mobilisées, qui sont en train de faire leur combat pour arriver à relever ces défis, ces fléaux sociaux. Donc, du même moment qu'il y a ces personnes qui sont en train de faire ce combat, il y a aussi d'autres personnes qui sont en train d'animer ces fléaux. Donc, moi, je dirais que c'est les deux. Ça augmente tout comme ça diminue. Maintenant, je pense que c'est le moment de faire ballon à terre, comme on le dit. On lance une grande campagne de sensibilisation pour expliquer les conséquences que j'estime nous ne sommes pas prêts à supporter. Donc c'est de vraiment essayer de conscientiser tout le monde pour que nous puissions faire un combat d'ensemble, pour que prochainement qu'on ne fait pas un pas en avant et deux pas en arrière. Donc moi, c'est mon analyse comme ça. D'accord, l'analyse est notée. Merveille, vous faites partie du Youth Panel. Vous êtes chargé, vous avez dit chargé des programmes au Youth Panel. Et au Youth Panel, vous intervenez sur les questions de leadership, de violence sexuelle. Est-ce que vous pensez que ce problème-là, ces situations-là ont changé, se sont améliorées avec le temps ou se sont dégradées? Là, je me range sur l'analyse de Mamissou. Ça diminue comme ça augmente parce qu'on n'a pas les mêmes... D'abord, on n'a pas les mêmes problèmes. Par exemple,
en Gambie, en Sierra Leone, le problème là-bas, vraiment central pour l'activiste, c'est la mutilation génitale féminine. C'est vraiment comment dire, le combat qui se fait actuellement là-bas. On peut prendre par exemple le cas de la Somalie, où c'est les mariages précoces des jeunes filles. Les combats sont différents. Mais dans la même logique, il y en a qui se battent pour éradiquer tout ça. Et il y en a d'autres qui sont là, mais à scander même l'évolution des problèmes pour lesquels nous on lutte. Je prends l'exemple de la Somalie la dernière fois, où ils ont pris une loi interdisant le mariage des filles avant l'âge de 18 ans. Une loi qui a été totalement révoquée 24 heures après. La loi a été abrogée 24 heures. Voilà, abrogée 24 heures après. À cause de quoi? La manifestation de monsieur, bien lui, si je peux les appeler comme ça, de vieux monsieur qui disaient que c'est une insulte à leur religion, une insulte à leur culture. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Quand on se dit on fait un pas en arrière, d'autres ils veulent nous ramener, quand on fait un pas en avant plutôt, il y en a qui veulent nous ramener en arrière. Ça augmente, ça diminue. C'est vraiment un appel également à faire une sensibilisation massive, conscientiser tout le monde, pour ne pas que les efforts fournis sur le terrain après un jour, après 3 jours, après une semaine, deviennent juste comme de la poussière et se fondent dans la masse, dans le vent de l'inaction. Oui, justement, Mamissou, un instant. Justement, vous qui êtes activiste, qu'est-ce que vous faites pour assurer la pérennité de vos actions et des droits que vous arrivez à acquérir? Je pense que la meilleure manière... Qu'est-ce que vous faites actuellement? Oui. Ok, actuellement, comme je l'ai dit, je suis coordinatrice du projet Girls Lead 2, qui vise justement à promouvoir l'engagement citoyen, la lutte contre les VBG. Et je pense que à travers ce projet-là, les actions qui sont menées, les formations, les ateliers qui sont menés, visent également à conscientiser les jeunes, tant que nous, sur des thématiques vraiment importantes, sur des thématiques qui sont au cœur, en tout cas, des préoccupations de notre société. Et j'exerce également mon militantisme au sein de Anna Planet, comme je l'ai dit, où nous programmons des émissions, des activités pour les enfants, des formations pour les aider justement, non seulement pour tout ce qui est VBG, mais également à développer leur leadership et à être eux aussi des acteurs pour la lutte contre les violences, pour les droits des enfants. Et ils sont également des ambassadeurs dans leur communauté. On leur inculque ces valeurs-là pour qu'ils soient également des ambassadeurs dans la société. Des mécanismes de veille qu'on leur apprend, également les personnes, les instances, vers qui ils doivent se diriger lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils sont face en tout cas à cela. Et une politique qu'on met vraiment en nous dans les cellules qu'on a dans les écoles, comme à NDE, où lors de journées comme le 8 mars, on a eu le grand honneur en tout cas d'avoir des panélistes vraiment engagés, dont la coordinatrice de Girls Motion qui était là pour parler aux élèves, aux jeunes filles, de leurs droits, de l'émancipation, de l'autonomisation de la jeune fille et de la jeunesse. Donc j'interviens vraiment sur ce côté-là ici. Oui. Ok. Par rapport à ce qu'elle a dit, en fait, c'est pour appuyer ce qu'elle a dit. Vous savez, on n'a pas les mêmes réalités. Donc, ce qui fait que il y a des sujets sur lesquels on peut enregistrer rapidement de progrès, tandis qu'il y a des sujets aussi sur lesquels on est obligé d'aller pas à pas, et avoir des résultats sur le champ ne pourra pas être effectué. Parce que si on prend l'exemple de la Somalie, cette thématique, dans certaines cultures, c'est considéré comme un sujet tabou ou un truc comme ça, culturel, personne ne doit se mêler, ça ne regarde personne, c'est notre culture, on fait ce qu'on veut, quand on veut. Tandis que pour d'autres personnes, ce n'est pas ça. C'est une violence qui est en train de s'exercer et qu'il faille trouver une solution. Donc vraiment,
les problèmes sociaux varient d'un pays à un autre, d'un pays à un autre, d'une communauté à une autre. Oui. Alors, en dépit de cette variation et de cette fluctuation, vous, en tant qu'activiste, comment est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact des actions que vous menez et qui vous permet de vous dire qu'il y a évolution? Ok. Dans un premier temps, c'est de savoir le combat qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, c'est quoi le combat et c'est quoi le résultat. Qu'est-ce qu'on veut à la fin. Donc, c'est d'avoir des indicateurs de suivi qui permettent de mesurer l'impact. Si, par exemple, on décide de militer pour les mariages précoces, c'est un exemple. Contre le mariage précoce. Contre le mariage précoce. Donc, contre les mariages précoces, c'est de regarder les statistiques. Par exemple, on peut dire, à partir de maintenant où on veut commencer ce combat, quelles sont les statistiques? Combien d'enfants de moins de 18 ans sont mariés au bas âge? Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut diminuer ça de 2%, de 3%, de 5%, ou on veut carrément mettre fin à ça. Et on s'engage dans le combat. Et au fil du temps, on fait une évaluation pour voir. Le mois dernier, il y a 10 enfants qui ont été donnés en mariage au bas âge. Et un mois après notre engagement, ça a diminué de 2% ou de 3%. Donc c'est vraiment un indicateur qui permet de mesurer l'impact du combat qu'on est en train de faire. Et quand on mesure et qu'on se rend compte qu'au lieu de diminuer, ça augmente, ça veut dire qu'on doit revoir notre stratégie, qu'on doit rechercher les causes profondes. Tout à fait. Du pourquoi ça n'a pas marché et de qu'est-ce qui bloque. Peut-être on n'a pas tenu compte d'une situation réelle, d'une réalité communautaire, ou peut-être un détail nous a échappé. Donc si on fait une évaluation, ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut proposer. Alors si on revient un peu à ce que vous faites, vous êtes axé sur les questions de leadership des jeunes et de gouvernance. Comment est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact de vos actions à ce niveau? Ok, c'est comme j'ai eu à le dire, hein. On a, dans le cadre d'un projet, lancé une grande campagne de sensibilisation sur le leadership des jeunes et la participation des jeunes au niveau des instances de prise de décision. Vous savez, chez nous, on a les systèmes de FADA, je ne sais pas comment vous les appelez ici. C'est un regroupement de jeunes. Les jeunes se réunissent à un endroit. Les jeunes du quartier se réunissent pour passer du temps ensemble. Donc, et généralement, ces rassemblements de jeunes sont structurés. Donc, on a fait une cartographie de ces FADA qui nous a permis de répertorier plus de 1000 FADA. Dans chaque quartier? Oui, les FADA sont dans les quartiers. Donc, où les jeunes sont. Donc, quand on a fait la cartographie c'était pour la ville de Niamey, la capitale. On a fait la cartographie, ça nous a permis d'identifier plus de 1000 FADA. Et avec ces FADA, on conduit des actions de sensibilisation, des actions de prise de conscience quant au leadership et à la participation des jeunes. Pour leur expliquer que le rôle de la jeunesse, ce n'est pas seulement de venir s'asseoir autour du thé pour discuter de tout et de rien. Leur rôle aussi, c'est de s'engager dans le développement communautaire, c'est de s'engager pour le bien-être de leur communauté, de leur quartier et tout. Donc vraiment, c'est des actions comme ça qu'on essaye de faire pour conscientiser et sensibiliser les jeunes. Et au haut niveau, c'est des actions de plaidoyer qu'on mène pour que les jeunes puissent intégrer les instances de prise de décision. Toujours dans le cadre de ce même projet,
il y a une action de plaidoyer qu'on a menée avec la mairie centrale qui était, vous savez, il y a un comité de gestion des activités de la SR au niveau de la commune. Donc ce comité est constitué de toutes les composantes de la société. Et avant, les jeunes n'étaient pas impliqués dans ce comité. Donc on avait mené une campagne de plaidoyer pour que l'arrêté portant nomination de ses membres puisse être modifié pour intégrer un jeune dans ce comité. Parce que ce comité parle ou décide sur des questions qui ont un lien direct avec les jeunes. Donc, et si un jeune n'est pas membre de ce comité, ça veut dire que les personnes qui constituent ce comité n'ont pas les bonnes informations, n'ont pas les vrais besoins des jeunes. Donc, c'est une action qu'on avait menée. Donc, vraiment, c'est d'identifier un problème et essayer de voir quelle action mener pour résoudre ce problème. D'accord, Mamissou. Merveille. Alors, dites-nous, la plupart des activistes le deviennent sur le tas, si je peux le dire comme ça. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il faut renforcer les capacités de ces activistes ou il faut une formation pour les activistes? Je dirais qu'il faille renforcer. Il faille renforcer l'activiste parce que, comme je l'avais dit au début, un activiste, c'est décision, action. À partir du moment où on a pris sur soi de s'engager pour une cause donnée, on s'y donne vraiment à fond. Mais on n'a pas forcément toutes les aptitudes, toutes les capacités, lorsqu'on sera vraiment déployé sur les terrains, de faire un travail vraiment efficient. Et c'est là des fois qu'on dit que la jeunesse, elle n'est pas conscientisée, elle n'est pas capable et tout. Mais non, il faut renforcer ces capacités-là. Parce que chacun d'entre nous a un don particulier, a ce petit coup de magie-là qui le différencie des autres faits. Il faut juste vraiment lui donner, l'arroser un peu, arroser la graine là, qui est en chacun. Je me rappelle que en juillet dernier, en tant que vice-coordinatrice pays de la communauté des jeunes engagés du Togo, nous avions eu à valider le cadre sur la redevabilité de l'engagement de l'AOC, Afrique de l'Ouest et centrale. Et il y a eu cette question-là qui est revenue justement de l'engagement des jeunes. Et on se rend compte que sur des questions comme la SSR, on a des notions basiques, vraiment très basiques. Et il faille dans ces domaines-là également renforcer les jeunes pour que ceux-ci puissent justement être vraiment des porteurs comme il le faut de l'information, de la bonne information et qui puissent également assister, pourquoi pas prendre des décisions vraiment impactantes allant dans ce genre de sens-là. Donc une formation, je dirais plutôt des renforcements pour permettre à tous les jeunes d'avoir l'information, d'avoir les aptitudes nécessaires, en tout cas, arriver sur le terrain pour déployer ce qu'il faut et apporter le changement que l'on veut. Oui, Mamissou, de manière concrète, quel genre de formation il faut donner aux jeunes activistes pour permettre que les actions qu'ils mènent aient un changement durable? Merci beaucoup. De manière concrète, je dirais, ça dépend. Déjà, il faudra faire une formation ciblée. Qu'est-ce que je veux dire par une formation ciblée? Si elle, par exemple, elle est dans le domaine de la protection, elle doit avoir une formation dans ce domaine parce que ça ne va servir à rien de lui faire une formation sur l'environnement. Ça peut venir après, je suis d'accord. Elle peut suivre plusieurs formations à la fois, mais de façon concrète, je crois que nos activistes doivent être spécifiques, nos activistes doivent être précis. Si tu es dans le domaine de la protection, il faudra déjà maîtriser les b.a.-ba et je dirais aller au-delà de ça. C'est de vraiment suivre une formation dans son domaine, être vraiment excellent ou excellente dans le domaine. Parce que il ne suffit pas seulement de dire que je suis activiste, je suis en train de faire mon combat
pour la protection ou pour les changements climatiques et tout, ça serait bien aussi si cet activiste-là peut se ressourcer dans son domaine pour qu'il puisse se sentir à l'aise pour discuter de cette thématique n'importe où, n'importe comment, avec qui que ce soit. Donc vraiment pour moi, c'est en premier lieu de mettre l'accent sur la formation du domaine. D'accord. Alors, au vu de vos interventions, la formation est plus qu'importante. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais bien avant de la clôturer, j'ai une question pour chacun de vous. Vous aviez décrit votre parcours d'activiste tout au long de l'émission. J'aimerais savoir si votre engagement en tant qu'activiste est une étape passagère, est une phase où c'est l'engagement d'une vie. Mamissou. Ok, moi je dirais, quand on s'engage à faire un combat, c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie, bien que avec le cours du temps, l'humanité change, les ambitions aussi changent, mais le combat reste le même. Pourquoi je dis ça? On peut être activiste, on est en train de militer pour le leadership et la participation des jeunes au niveau des instances de prise de décision. On peut avoir l'ambition d'aller au-delà de ce qu'on est en train de faire. Vous comprenez? Donc ici, on décide d'aller au-delà de ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas comme si on a laissé le combat, mais c'est qu'on a progressé pour aller à un autre niveau qui pourra beaucoup plus faciliter ce combat. Mais le combat reste le même. On peut être à un autre niveau et il y aura toujours d'autres activistes qui vont venir et on pourra les épauler, on pourra les coacher, on pourra leur faciliter beaucoup de choses. Du coup, on est toujours dans le combat, on est en train de faire le combat. Donc quand on s'engage à faire un combat, je me dis que c'est pour toute la vie. Vous partagez le même avis? Je partage le même avis parce qu'effectivement, quand on décide de faire un combat, quand on choisit volontairement de faire un combat, quand on change de pays, de communauté, de région, on a toujours à cœur cette ambition-là qu'on a au fond de soi, vraiment d'apporter un changement significatif dans un domaine donné. Et moi, je me dis plutôt, quand je retourne à la situation, je me dis, on peut toujours être activiste, mais peut-être changer de voie. Tout à fait. On peut partir du leadership pour la protection des enfants, partir de là également pour l'environnement, pour les ODD, mais on reste tout au fond, on reste activiste. Et on continue quand même de défendre, on continue quand même de lutter pour quelque chose, contre quelque chose. Le combat, il reste le même. On reste activiste, on meurt activiste. C'est ça. C'est ça. Ok, chers invités, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons même excédé les 40 minutes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce partage d'expérience de votre parcours et félicitations pour votre engagement. À vous qui nous avez suivis jusqu'à maintenant, merci pour la fidélité d'écoute. On se dit au revoir, mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un autre sujet dans votre émission Et nous. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, vous étiez avec Meshak Nyaro. Au revoir.